Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez correctement? Pas l'air. Bonjour, Bonjour, vous nous entendez bien? pour ma part, Oui. Super, oui. très bien, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Donc, pour le rappel du contexte, c'est un webinaire que nous proposons dans le cadre de plan de sensibilisation au comportement de problème à destination des proches aidants. Ça a été financé par la métropole de Lyon dans le cadre de leur programme d'aidance. Et donc, ce soir, c'est notre deuxième webinaire d'une série de 6. Le premier a eu lieu fin septembre, donc il a été introduit par Arc. Ah, il faut que vous parliez plus fort peut-être. On fait des ajustements avant de démarrer. Alors, pas là. Voilà. Est-ce que vous nous entendez mieux? On vous entend. Ah, super. Je continue alors. Donc, c'est le deuxième webinaire d'une série de 6. Le premier, ça a été une introduction générale par Françoise Infante sur les comportements problèmes et les évaluations. Le deuxième, donc celui d'aujourd'hui, qui est sur la douleur. Il y en aura un troisième sur les spécificités sensorielles des personnes en situation de handicap. Nous aurons par la suite aidance, domination et vie affective sexuelle. Vous pouvez retrouver le cours sur le site de la DAPI et on vous envoie au fur et à mesure les informations. Et la vidéo est enregistrée, donc elle est en cours d'enregistrement. Elle sera en rediffusion sur notre chaîne YouTube. C'est déjà le cas de la première que vous pouvez consulter sur notre chaîne ADAPI 69 sur YouTube. Elles seront toutes enregistrées. Voilà, donc c'est le docteur Shane ce soir qui nous fait la présentation sur douleur et handicap. Voilà, bonsoir à tout le monde. Peut-être un tout petit mot de présentation donc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Marie-Clarence Chaigne, je suis médecin généraliste et je travaille dans le médico-social depuis 2010 exactement. Voilà, j'ai passé un diplôme universitaire sur autisme et troubles apparentés en 2014-2015. Et je participe depuis 2017 au collectif Douleur avec le docteur Sourti, qui est un médecin somaticien et algologue à l'hôpital du Vinatier, au centre ressources autisme. Voilà, et qui travaille sur la douleur chez les personnes autistes, mais pas que, mais aussi les personnes handicapées dyscommunicantes, et qui a mis au point, qui a travaillé une grille dont on parlera rapidement, enfin dont on parlera tout à l'heure, qui est un outil intéressant pour pouvoir dépister et nous mettre sur la piste de la douleur. Alors, nous avons, voilà, parallèlement à ça, j'ai un cabinet médical où je travaille voilà, comme médecin généraliste à mi-temps. Donc, ce soir, pour la présentation, nous sommes bien évidemment limités dans le temps. Le sujet est vaste. Je ne vais sûrement pas pouvoir forcément répondre à toutes vos questions. En tout cas, je vais être obligée d'être assez synthétique. C'est une formation que je dispense aux professionnels depuis maintenant quelques années dans les établissements de l'ADAPI. Et ça me prend une journée et demie. Donc, en une heure, c'est sûr qu'on va être obligé d'être assez synthétique. Mais ça permet déjà d'avoir un petit aperçu de ce à quoi il faut penser lorsqu'on est face à des troubles du comportement. Voilà, donc je vais être un petit peu rapide. J'espère ne pas dépasser l'heure. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions par la voie du chat.
de la discussion sur lequel on reviendra après. Je ne vais peut-être pas m'interrompre pendant mon propos, parce que sinon ça risque d'être trop long, mais on prendra un temps en fin d'intervention pour revenir sur les questions qui ont pu se poser pour vous. Voilà. Donc, vous allez voir dans le PowerPoint souvent noté autisme et je vous demande vraiment d'élargir le propos à tout handicap dyscommunicant. L'autisme faisant partie de ces problématiques de dyscommunication, mais ça n'est pas le seul handicap, bien évidemment, qui présente cette problématique-là. Alors, attendez, il faut que pourquoi ça ne marche pas? Alors, la dernière fois, ça avait fait la même chose. J'arrive pas à passer ma slide. Ça avait fait pareil. Ah, ça y est, il faut que vous cliquiez en fait. Oui, j'ai cliqué. Bon, merci. Bon, problème technique. Donc, effectivement, la douleur et le handicap, c'est souvent une prise en charge compliquée et surtout une mise en évidence compliquée puisque la douleur, la problématique somatique ou autre ne se manifeste pas comme tout un chacun, bien évidemment. Et moi, j'aime bien mon petit Sherlock Holmes parce que il évoque bien le fait qu'il faut partir sur les traces de la douleur et il s'agit de convoquer tout le monde pour ça. Il n'y a pas que le médecin tout seul, il ne fait pas grand-chose. Donc, on a besoin des équipes médicales, on a besoin des parents aussi, bien sûr. On a vraiment besoin de travailler en partenariat. Je passerai rapidement sur le constat de santé, mais qui est quand même assez, même s'il est ancien, assez alarmant. Dans le fait qu'une personne qui est handicapée, elle a 4 fois plus de risques de décéder d'une problématique qu'une personne lambda si elle vit chez elle. Et elle a 10 fois plus de risques, malheureusement, j'allais dire, de décéder en institution pour la même problématique par rapport à vous et moi. Et ça s'explique essentiellement parce que, en fait, dans l'institution, il y a du turnover, il y a parfois des difficultés de transmission. Il y a beaucoup de monde autour et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde autour que justement c'est plus safe. Souvent, l'information est diluée. Alors, c'est une étude qui est ancienne, à savoir aussi que cette question-là, malheureusement, elle n'intéresse pas grand monde ou elle n'intéressait pas grand monde et qu'on n'a pas beaucoup d'études en fait de suivi de cette question-là. Et je pense que ça a évolué depuis 2004, mais ce constat, il a quand même abouti sur les différents plans autisme en particulier déjà depuis quelques années. Alors, bien évidemment, ce constat, il a abouti à des recommandations de l'HAS et de la NESM de 2012, donc ça fait déjà 10 ans, disant que lorsque l'on constate un changement brutal ou inexpliqué de comportement chez une personne handicapée, il est absolument nécessaire de solliciter un avis médical, d'essayer de comprendre, de faire un diagnostic, de prescrire un traitement en cas de douleur, mais aussi en fonction du diagnostic. Alors, c'est noté en cas de changement brutal ou inexpliqué de comportement. En fait, ça, c'est la recommandation de l'HAS, mais elle n'est pas tout à fait suffisante. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constate dans les établissements, c'est que c'est plutôt un changement c'est plutôt une modification, soit une amplification, soit une extinction d'un comportement déjà présent et qui va soit s'intensifier, soit régresser. C'est très rarement, en fait, c'est quand même assez rarement un changement brutal ou inexpliqué de comportement. On le verra, en fait, les patients, enfin les résidents, les personnes qu'on accompagne ont des troubles du comportement et ce sont des comportements, on va dire, qui peuvent s'intensifier ou s'éteindre s'il y a une problématique qui vient se surajouter, une problématique de douleur, et non pas quelque chose qui apparaît brutalement la plupart du temps. C'est possible, mais pas que. Donc ça, c'est le constat évidemment. Les personnes avec handicap autisme, dont l'autisme bénéficie bien évidemment trop rarement ou bénéficient trop rarement de bilans médicaux sérieux, approfondis, réguliers. Leur comportement évidemment rend souvent difficile l'examen médical. Voilà, c'est une vraie gageure, c'est compliqué. Il faut savoir que les médecins n'ont aucune formation sur le handicap. Un médecin qui sort de la fac, il a eu 0 heure de cours sur le handicap, 0 heure de cours sur la prise en charge de la douleur chez la personne handicapée. Donc, c'est un peu un no man's land et les personnes formées sont assez rares.
même si on essaye d'élargir le champ des connaissances, entre autres chez les professionnels, bien évidemment, mais ça rend aussi tout plus compliqué et vous le savez certainement mieux que moi. Alors, je vais partir de l'exemple. Alors, je vais vous faire un répertoire un petit peu des principales pathologies auxquelles il faut penser chez une personne handicapée lorsqu'elle présente un trouble du comportement. Alors, quand je dis pathologie superposable à la revue de la littérature, elle n'est pas très large, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'études, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui ressort dans tous les travaux que font les professionnels autour de cette question de la douleur. Et lorsque j'ai fait un mémoire il y a quelques années au de la table où je travaille, eh bien, en fait, on se rend compte que c'est vraiment superposable à ce qui est décrit, bien sûr, de manière générale. Donc, les douleurs les plus fréquentes, ce sont les troubles gastro-intestinaux. Les troubles intestinaux avec reflux, RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien, la constipation, la diarrhée, en sachant que ce sont souvent des choses qui évoluent à bas bruit, que l'on n'identifie pas ou que l'on identifie mal. Et on peut avoir des personnes qui ont des selles entre guillemets régulières, elles vont aller à la selle relativement régulièrement quand on arrive à les tracer. Et ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas forcément constipées. Donc, dès qu'on a un doute, en fait, moi maintenant, je demande une radio du ventre pour pouvoir vraiment assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne se passe suffisamment, même en allant à la selle régulièrement. Il y a aussi souvent ce qui peut être appelé des diarrhées par les professionnels. On se méfie énormément des diarrhées, c'est-à-dire des selles liquides qui sont plus souvent des diarrhées par regorgement sur un fécalome. Le fécalome, c'est en fait une selle qui est bloquée dans le rectum, qui est très dure, qui ne passe pas, hein, comme une grosse pierre, un gros caillou. Et au-dessus, les selles se liquéfient et puis passent autour du gros caillou, si vous voulez, pour pouvoir s'évacuer. Et ça donne une impression de diarrhée, mais ce sont de fausses diarrhées. Et voilà, régulièrement, encore il n'y a pas très longtemps, j'ai arrêté un médicament qui est pour la diarrhée, donc du Smecta, pour ne pas le citer, qui était donné depuis assez longtemps pour un jeune qui arrivait dans un des établissements où je travaille. Et en fait, on a fait un ASP, donc une radio du ventre, et on s'est rendu compte qu'il avait un fécalome. Donc, une diarrhée, avant de dire que c'est une diarrhée, il faut vraiment vérifier les choses. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des douleurs abdominales simplement, sans constipation ni particulièrement diarrhée, mais avec ce qu'on appelle des troubles du péristaltisme, c'est-à-dire qu'en fait, le ventre, il y a des spasmes au niveau de l'intestin et ça peut donner des douleurs et ça peut être bien sûr très, très inconfortable. Il faut savoir que chez la personne handicapée, il y a très souvent des problèmes digestifs parce qu'il y a des problèmes de mastication, il y a des problèmes de déglutition. Et quand vous ne mastiquez pas correctement votre bol alimentaire, eh bien, en fait, ça pose problème. Notre digestion, elle démarre dans la bouche. Quand le bol alimentaire n'est pas suffisamment mastiqué, eh bien, ça peut entraîner, bien sûr, des problèmes plus bas. Et puis, il y a très souvent aussi du fait parfois de la sélectivité alimentaire, des mixés qu'on est obligé de donner, voilà, de différentes origines. On a aussi un appauvrissement de la flore intestinale. Et cet appauvrissement de la flore intestinale, elle entraîne aussi, elle peut accentuer ces problèmes de diarrhée, constipation. Elles peuvent aussi accentuer les problèmes de douleur abdominale. Et c'est important de les traiter. De même que les gaz, hein, on dit il a des gaz, c'est pas grave, mais les gaz, ça peut faire mal, donc c'est vrai que c'est important de s'en occuper. Donc, les troubles gastro-intestinaux, je repasse rapidement sur le deuxième slide, en fait, pour vous montrer. Vous voyez que chez la population, donc ça, c'est une étude qui avait été faite sur la population de la Rose des Sables en 2014. Eh bien, en fait, ça signifie, vous voyez, pratiquement 100% des personnes de la Rose des Sables avaient eu ou avait un trouble digestif et également 100% avaient des troubles de l'alimentation. Ce qu'on appelle les troubles de l'alimentation, c'est que ce que je viens de vous nommer,
troubles de la déglutition, troubles de la mastication. Ça, ce sont les troubles de l'alimentation, la sélectivité alimentaire, et puis qui débouchent sur des troubles digestifs dans pratiquement 100% des cas. C'est-à-dire qu'une personne handicapée, au cours de sa vie, elle va forcément avoir, elle va forcément souffrir de ça à un moment ou un autre. Vous savez peut-être aussi que, bien évidemment, il y a des traitements qui favorisent cette constipation, ces diarrhées, ces perturbations de la flore intestinale, en particulier les médicaments neuroleptiques, voilà, les psychotropes. On a aussi, bien sûr, les douleurs dentaires ou bucco-dentaires. Alors, elles sont au même plan que les troubles gastro-intestinaux. Quand on a des troubles du comportement, les deux premières choses à rechercher, même s'il y a eu, je dirais, une consultation dentaire 3 mois avant, et ben on redemande une consultation dentaire, si possible en urgence. On fait déjà un examen de la qu'il y a une problématique dentaire ou simplement une problématique gingivale, c'est-à-dire des gencives. Très souvent, on a des plaies buccales aussi qui peuvent être liées à des défauts de brossage, c'est souvent compliqué, hein, brosser les dents chez une personne handicapée, ça dépend. Ça peut être aussi lié, il peut y avoir des gingivites en lien avec un reflux gastro-œsophagien. Il peut y avoir aussi des gingivites qui sont en lien avec des mycoses, et ça, on n'y pense pas suffisamment. J'ai oublié de le signaler d'ailleurs dans les troubles gastro-intestinaux. Il faut penser à la dysbiose, c'est-à-dire donc à la perturbation de la flore intestinale, qui peut parfois se manifester sous la forme de troubles de mycose, en fait, mycose du tube digestif. Alors, ça peut donner parfois, vous savez, ce qu'on appelle du muguet. Ça peut se voir, mais très souvent, il n'y a pas de muguet. Il y a une langue qui n'est pas bien nette. On fait un prélèvement et on trouve une mycose buccale. S'il y en a dans la bouche, il y en a sur le tractus digestif. Et du coup, il faut le traiter. Voilà. Et ça, on n'y pense pas assez depuis quelque temps devant l'incidence quand même assez importante des mycoses buccales et donc digestives. On a mis en place à la Rose des Sables pour certains résidents qui ont des traitements lourds au niveau psychotrope. On a mis en place des soins de la bouche avec des bains de bouche, où on leur passe une compresse avec de l'eau bicarbonatée. On leur fait prendre du bicarbonate aussi avant les repas et on leur fait mettre de l'équasia qui est de sécheresse buccale. La sécheresse de la bouche est un facteur favorisant des mycoses buccales et des mycoses digestives. Donc, ça, c'est aussi une question très, très importante. Alors, sur mon schéma, vous voyez qu'en fait, n'apparaît pas les douleurs dentaires, tout simplement parce que je ne suis pas dentiste, ce n'est pas mon job. Mais par contre, les gingivites, dans 40% des cas, quand je suis arrivée à la Rose, on voyait des gingivites de façon très fréquente. Voilà, on en voit beaucoup moins parce que je pense que le suivi est quand même plus régulier. Et puis, il y a aussi une autre cause que je n'ai pas évoquée, auquel il faut penser, c'est on peut avoir des gingivites par déficit en vitamine C. Donc, il faut s'assurer que les personnes ont un apport en vitamine C, c'est-à-dire en fruits frais, suffisant dans la journée. Je vous rappelle que les recommandations de l'OMS, c'est 2 à 3 fruits par jour, 2 à 3 fruits frais par jour. Voilà. Et puis après, il y a toutes les autres causes de douleur, bien sûr, qu'on rencontre. Alors, les céphalées, les maux de tête, alors ça peut être des migraines, ça peut être aussi ce qu'on appelle des céphalées, c'est-à-dire qui sont en lien avec des problèmes parfois cervicaux. Il peut y avoir bien évidemment des douleurs ORL. Quelque chose auquel il faut penser, c'est les allergies. Les allergies, ça donne très souvent des troubles du comportement. Et maintenant, dans les établissements où je passe, je demande à ce qu'on fasse un répertoire des personnes qui sont allergiques pour pouvoir mettre en place dès le début du printemps, voire en amont, le traitement antihistaminique, le traitement anti-allergie pour permettre de ne pas attendre les troubles du comportement. On a bien évidemment aussi le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire des douleurs ou un inconfort, parfois des troubles de l'humeur qui peuvent se manifester avant les règles. Bien sûr, les douleurs de règles, ça c'est assez facile
à identifier en général. Le syndrome prémenstruel, beaucoup, on n'y pense pas forcément et ça peut vraiment arriver et mettre à mal les personnes. Et puis, chez les personnes plus âgées, les troubles liés à la ménopause, il faut y penser aussi, les bouffées de chaleur, mais aussi les troubles du sommeil et parfois des petits symptômes dépressifs qui peuvent être liés à la chute des hormones. Il y a ensuite l'épilepsie. L'épilepsie, vous voyez dans le schéma, c'est à peu près 30% des cas. C'est la moyenne qu'on rencontre. Une personne sur 3 handicapées présente une épilepsie. Alors, chez les personnes autistes, je ne m'avancerai pas sur ces chiffres-là sur la population des personnes handicapées en général, mais dans l'autisme, c'est à peu près ça. Il faut penser que l'épilepsie peut donner des douleurs. Ça peut donner de l'inconfort aussi dans la partie avant la crise épileptique, mais aussi après, surtout si la crise a été généralisée. Quand ce sont des crises tonico-cloniques, c'est-à-dire avec des grands tremblements, une perte de conscience, eh bien en fait, d'abord il peut y avoir des chutes qui peuvent avoir occasionné des traumatismes, et puis il peut y avoir aussi bien évidemment des douleurs musculaires. Puisque quand vous avez des contractures très violentes pendant quelques secondes, voire quelques minutes, eh bien, vous avez des douleurs comme quand vous avez fait un marathon. Donc, il faut penser à les traiter. Il faut non seulement permettre à la personne de se reposer, mais il faut aussi traiter sa douleur selon les besoins. Voilà. Vous avez bien sûr aussi tout ce qui est traumatologique, les fractures. Vous allez le voir quand on va évoquer les particularités des manifestations de la douleur chez les personnes handicapées. On a parfois, du fait de ces particularités chez ces personnes-là, on a parfois des fractures qui passent inaperçues parce que justement, elles ne vont pas manifester leur douleur comme vous et moi. Et elles peuvent continuer, par exemple, à déambuler alors qu'elles ont 2 métatarses cassés, et ça peut arriver. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver. Donc, il faut aussi être très vigilant. On a aussi des traitements qui peuvent occasionner parfois des fractures de fatigue. Donc, ça aussi, c'est à rechercher. Voilà, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Là, ça fait un peu catalogue, mais je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples je dirais, de manifestations un petit peu, entre guillemets, pour nous, anormales, qui nous semblent bizarres, qui n'ont pas du tout la présentation attendue par rapport à ce qui est connu chez une personne lambda. Là, bien sûr, les douleurs musculo-squelettiques, une personne qui a des troubles de posture, qui a une assise qui n'est pas bonne, ou qui est en fauteuil roulant, ou qui a voilà, une scoliose, une lordose, une kyphose, c'est-à-dire des anomalies au niveau de la colonne vertébrale, et bien évidemment, ce n'est pas parce qu'elle se tient mal tout le temps qu'elle ne peut pas avoir mal. Elle peut avoir des douleurs, et c'est aussi important de les prendre en compte et de les traiter, pas seulement sur le plan médicamenteux, mais ça peut être de la kiné, ça peut être de l'ostéopathie, ça peut être bien évidemment l'accompagnement ergothérapique ou psychomoteur, enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre en place autour de cette prise en charge. Et puis les douleurs génito-urinaires avec les infections urinaires, rénales, ça c'est des choses auxquelles il faut penser parce que l'infection urinaire, elle se manifeste souvent un peu trop tardivement quand elle se manifeste avec de la fièvre, et ça veut dire que là on est déjà sur quelque chose avec une atteinte rénale. On pense parfois pas suffisamment à faire boire les personnes handicapées. Il ne faut pas attendre qu'elles réclament, il faut les faire boire, surtout dans les périodes chaudes, mais pas que. Et voilà, ils ne vont pas forcément avoir une demande d'hydratation comme vous et moi, donc c'est important de le savoir. Voilà, si on rebalaye, alors il y a d'autres choses qui n'ont pas été évoquées dans mon petit catalogue précédent, mais bien évidemment, il peut y avoir des troubles du sommeil qui vont impacter la journée. Ça, il faut aussi les rechercher. Tout ce qui est plaie par automutilation, ce n'est pas parce qu'il y a une automutilation, je n'ai pas le temps de développer, mais ce n'est pas parce qu'il y a une automutilation qu'il n'y a pas de douleur. Et vous voyez que chez les résidents de la Rose, il y avait dans un cas sur 2, je dirais une personne sur 2 était concernée par la problématique des automutilations. Une personne sur 2 était aussi concernée par ce qu'on appelle
j'essaye, voilà, les troubles iatrogéniques. Qu'est-ce que c'est que les troubles iatrogéniques? Ce sont les manifestations du fait des médicaments, les effets secondaires des médicaments. Et souvent, ce sont des patients qui sont polymédicamentés, enfin plus ou moins, et à savoir que les médicaments ont des effets aussi indésirables. Et donc, ça veut dire que ça peut aussi entraîner des problématiques somatiques ou psychologiques, psychiques, qui peuvent se manifester par les troubles du comportement. Un cas sur deux, c'est énorme, hein. Le reste, je ne vais pas en parler, c'est plus anecdotique. Je vous ai balayé essentiellement les choses qu'on retrouve les plus fréquemment. Alors, qu'est-ce que c'est que la douleur? La douleur, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle ou décrite en tant que telle. Qu'est-ce que ça veut dire déjà cette première partie? Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose d'assez subjectif, la douleur. C'est-à-dire que si vous allez voir un médecin et que vous lui dites que vous avez mal, eh bien, le médecin, il est tenu de vous croire. C'est-à-dire que c'est une plainte subjective qui tient à votre propre sensorialité, c'est-à-dire à votre propre expérience sensitive, et puis aussi émotionnelle, hein. Il y a vraiment ces deux composantes qui sont très importantes, bien évidemment désagréables, c'est-à-dire qu'elle entraîne un désagrément, un inconfort, voire justement une douleur parfois insupportable, qui peut être liée à une lésion tissulaire existante, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un ulcère et vous faites un examen et vous trouvez un trou à l'estomac, votre douleur, elle est bien liée à un trou à l'estomac. Mais il peut ne pas y avoir un trou à l'estomac et pourtant vous avez mal à l'estomac. Ce n'est pas parce que vous avez mal à l'estomac et pas d'ulcère que vous n'avez pas de douleur. Si on vous dit ça, c'est que c'est pas normal, on va dire. Ou potentielle, c'est-à-dire que, voilà, c'est ce que je viens d'expliquer, ou décrite en tant que telle, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne trouve rien aux examens cliniques et paracliniques que si la personne vous dit qu'elle a mal, elle a mal. Toute la problématique dans le champ du handicap, c'est que la personne ne vous dit en général pas ou de manière inadéquate qu'elle a mal. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, en fait, la douleur, c'est quelque chose qu'il est difficile de définir. Souvent, pendant longtemps, quand les médecins, il arrivait que des médecins, il arrivait encore que le médecin vous dise « mais non, il n'y a rien aux examens, la douleur, c'est dans votre tête ». Si on vous répond ça, eh ben, il faut changer de médecin. C'est pas acceptable. Voilà, mais en sachant que, bien évidemment, chez la personne handicapée qui a un problème de communication, ça va être évidemment très compliqué. Vous voyez que la deuxième partie de la définition, elle est justement en lien avec la problématique qu'on évoque aujourd'hui, hein. L'incapacité de communiquer verbalement ne nie d'aucune façon la possibilité qu'un individu a d'éprouver de la douleur et qu'il ait besoin d'un traitement approprié pour soulager sa douleur. C'est partie de la définition apparue il y a, je crois, à peu près 5 ans, 2017. Donc, vous voyez, il a fallu qu'on le note pour que vraiment, comment dire, il fallait le noter, le signifier pour pouvoir vraiment le faire entendre, et ça fait que 5 ans, hein. Donc, voilà, il y a encore du chemin à faire, mais c'est déjà un pas, puisque c'est dans la définition de la douleur. Et puis, bien évidemment, en fait, la douleur, c'est un signal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une manifestation de l'organisme pour vous dire il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme d'habitude et qui va nous faire nous pencher sur la question. Alors, il y a eu pendant longtemps des questions en particulier avec l'autisme autour du fait que, mais pas seulement, hein, même chez la personne handicapée, un peu, vous savez, comme avec les bébés, jusqu'aux années 80, on pensait que les bébés n'avaient pas mal. Tout simplement parce qu'ils ne manifestaient pas la douleur comme vous ou moi. Et les nouveau-nés en particulier, et encore plus les prématurés dans leur couveuse. Et on a fait des examens paracliniques et des examens à ces bébés en couveuse sans aucune antalgie, ce qui était catastrophique. Et en fait, chez les personnes avec handicap, dont l'autisme, eh bien, on a aussi cette même problématique-là, où pendant longtemps, on a pensé que puisqu'elles ne manifestaient pas la douleur comme vous ou moi, en fait, c'est qu'elles étaient peut-être insensibles à la douleur.
Or, en fait, c'est faux. Je ne peux pas vous passer en revue toutes les études qui ont été faites à ce propos, mais c'est faux. Les personnes ont mal, mais même si elles ne traduisent pas leur douleur comme vous ou comme moi. Et bien évidemment, je dirais que les manifestations principales de leur douleur vont passer par les troubles du comportement. Et parfois de façon complètement, comment dire, décalée par rapport à la symptomatique, enfin de façon non attendue par rapport à la symptomatique. Par exemple, une crise de colique néphrétique, c'est une problématique extrêmement douloureuse. On compare souvent ça à des douleurs d'accouchement, voire pire. Eh bien, quand vous avez quelqu'un en salle d'attente ou bien aux urgences qui a une crise de colique néphrétique, vous le repérez tout de suite dans la salle d'attente. Il est plié en deux, il ne tient pas en place, il a très mauvaise mine, il vous agresse. Bref, il faut faire quelque chose tout de suite. Il nous est arrivé d'avoir, le docteur Sourtier évoque très régulièrement des histoires avec un patient d'une trentaine d'années qui n'avait que comme seule manifestation comportementale une régression de ses apprentissages. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de lecteur et de verbal, eh bien, il ne parlait plus, il ne lisait plus. Et ça durait depuis 4 mois. Il avait un énorme calcul dans le bassinet, c'est-à-dire dans la zone sous le rein. Donc, il bloquait son rein. 4 mois. Nous, on ne reste pas 4 mois avec une colique néphrétique. Ça dure 2 heures et on est aux urgences. Donc, vous voyez, on est quelquefois face à des manifestations extrêmement troublantes, même pour le médecin qui en perd son latin. On s'est aussi posé des questions, bien évidemment, autour des automutilations. Est-ce que s'ils s'automutilent, peut-être qu'ils n'ont pas mal? En fait, ce n'est pas vrai. Hein. Ça n'est pas parce qu'ils s'automutilent qu'ils n'ont pas mal. Pareil, je ne peux pas rentrer dans le détail, ça demanderait beaucoup plus d'explications autour des mécanismes de la douleur. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Voilà. Et comment peut-on évaluer la douleur? On y viendra dans un petit moment, justement. Alors, je vais parler sur les études. En fait, sur un petit mot justement sur les hypothèses, qui sont des hypothèses qui ont été vérifiées, c'est-à-dire qu'en fait, et qui vont nous amener aux particularités d'expression de la douleur chez les personnes dyscommunicantes, c'est qu'en fait, chez ces personnes-là, on a les troubles de la communication verbale et non verbale. Hein, et même quand ils sont verbaux, il faut être extrêmement prudent parce que c'est même parfois plus compliqué quand la personne est verbale parce qu'on a tendance à se fier à son discours et ce discours n'est pas forcément adapté. Il peut y avoir de l'écholalie, il peut y avoir aussi d'autres problématiques. Mais donc, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une signature de la douleur. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas parce qu'une personne est verbale qu'elle va être en mesure de communiquer correctement sa douleur. Il y a bien évidemment très souvent des troubles de l'image du corps, c'est-à-dire le schéma corporel n'est pas intégré, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur corps, mais ils ne savent pas où ni pourquoi. Vous savez que votre pied, c'est votre pied. Vous savez que quand vous avez mal au pied, vous avez mal au pied. La personne, après, tout dépend de la déficience et tout dépend de chaque handicap, mais elle peut ne pas savoir que c'est son pied ou elle a mal. Et je dirais d'en avoir, d'y penser. Enfin, nous, on est maintenant assez entraînés, mais on peut passer à côté tout simplement parce que la personne va déambuler alors qu'elle a une énorme crevasse sous le pied et on va se dire si elle a mal, elle va s'arrêter, elle va s'asseoir. Et en fait, ce n'est pas vrai. Hein. Elle peut déambuler même avec une crevasse énorme sous le pied parce qu'elle ne sait pas qu'elle a mal à son pied. Voilà, d'où toute la problématique parfois. Et puis, les troubles de la symbolisation, je ne rentrerai pas dans le détail non plus, mais on va y revenir sur quand je vais vous expliciter les particularités justement d'expression de la douleur. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. La personne, elle ressent qu'il y a un truc dans son corps qui ne va pas comme d'hab, un truc bizarre, que ce n'est pas agréable, voire qu'elle a très mal, mais elle ne sait pas d'où ça vient. Elle ne sait même pas, en fait, ce que c'est que d'avoir mal. Nous, si vous voulez, la sensation, on l'a transformée en concept. C'est-à-dire que notre cerveau est capable d'analyser que nous avons mal aux pieds. La personne handicapée, elle n'est pas forcément capable d'analyser la problématique et de la conceptualiser, de l'élaborer au niveau cérébral.
Et même si elle a mal, eh bien, très souvent, elle ne peut pas le dire, et ce qui renforce la problématique. Quelques exemples, je vous en ai donné quelques-uns là dans mon propos. Bon, les prénoms ont été changés, bien évidemment. Mais par exemple, Stéphane, je vous parlais de ces fameuses crevasses aux pieds. Moi, au début où je suis arrivée sur la Rose des Sables, eh bien, on m'avait dit qu'il n'allait pas bien, qu'il augmentait. Le seul signe, c'est qu'il avait augmenté de manière considérable ses déambulations et ses rangements de chambre, qui sont des symptômes classiques chez lui, enfin des comportements classiques chez lui, sauf que ça s'était nettement accentué. À l'examen, je ne retrouvais rien de particulier jusqu'à ce que la maman me demande de soulever le pied, enfin de regarder sous ses pieds, chose qui avait été extrêmement déjà difficile parce qu'il est très difficile à examiner. Et en fait, effectivement, il avait une énorme crevasse. Vous, avec une crevasse, vous ou moi, avec une crevasse comme ça, vous ne bougiez pas de votre fauteuil. Donc, c'était absolument inconcevable pour moi, médecin non formé à l'époque, d'imaginer qu'il pouvait avoir quelque chose au pied en déambulant de cette manière-là. Je vous parlerai aussi de Cindy, qui, elle, une fois, je l'avais vue pour une otite purulente. Donc là, c'était assez simple parce que son oreille coulait. Donc, je l'ai examinée. Elle s'est très bien laissée faire. Tout s'est très, très bien passé. J'ai mis en place un traitement. J'ai demandé à voir quelques temps après parce que je n'avais pas vu le temps. Je voulais vérifier que le tympan n'avait pas été perforé et puis était bien refermé si c'était le cas. Et en fait, lorsque j'ai revu Cindy 2 semaines après, lorsque j'ai voulu l'approcher, j'ai même pas pu. Elle a tout cassé dans mon cabinet. Il a fallu qu'on soit 5 pour la maîtriser. Pour 2 raisons. En fait, probablement pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle avait un temps de latence important. C'est-à-dire, elle avait dû avoir mal lors de mon premier examen, mais elle n'avait rien manifesté lors de l'examen. Mal, vous allez me le dire tout de suite. La personne handicapée, elle peut avoir une difficulté, elle peut avoir une lenteur, si vous voulez, à ce que son cerveau identifie qu'elle a le temps de latence. Et donc, elle peut l'exprimer dans l'instant tout de suite. Elle peut l'exprimer 2 heures, 5 jours après. Voilà. Là, probablement que cette jeune femme, elle avait aussi la mémoire de la douleur, c'est-à-dire qu'elle n'avait rien manifesté sur le moment du fait de son temps de latence, mais en me voyant revenir, là, la mémoire de la douleur fait il y avait autre chose aussi derrière qui est apparu, c'est-à-dire que ça a été un événement tellement marquant pour elle qu'après, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle se tapait l'oreille. Et nous, au début, on regardait son oreille pour voir si elle n'avait pas d'otite. Mais on s'est rendu compte qu'elle avait, en fait, cette manifestation, ça n'était pas le signe qu'elle avait mal à son oreille, c'était devenu ce qu'on appelle une stéréotypie et pour elle, une signature de la douleur. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez elle, elle se tapait l'oreille pour manifester qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en particulier, elle faisait des mycoses à répétition, des mycoses vulvaires, et elle se tapait l'oreille dès qu'elle avait une mycose vulvaire. Elle n'a jamais montré la zone de la mycose. Donc, voilà. Et ça arrive ça peut arriver que des personnes handicapées, pas forcément autistes, puissent mettre en place ce qu'on appelle cette fameuse signature de la douleur quand on l'a repérée. Et c'est important de la signaler parce que c'est un signal d'alerte aussi pour les professionnels, comme pour les parents d'ailleurs. Voilà, des exemples, je pourrais vous en donner tout un tas, mais le temps est trop court pour que je prenne plus de temps pour ça. Alors, comment on fait pour finalement partir sur les traces de la douleur? Comment on fait pour être Sherlock Holmes au vu de cette problématique-là? Alors, bien sûr, je vais passer là-dessus parce qu'il y a toute une démarche, bien évidemment, que le médecin met en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, le médecin il s'appuie sur un interrogatoire. Vous voyez bien que dans la situation d'une personne handicapée, c'est très compliqué parce que l'interrogatoire, la personne bien souvent soit n'est pas verbale, soit n'est pas fiable au niveau de son discours. Et il faut qu'il y ait des arguments il faut que les observations me soient rapportées
soit par les parents, soit, moi, dans les institutions, par les professionnels en contact direct avec les personnes. Et moi, ce que je dis dans mes formations aux professionnels, quel que soit leur travail, en fait, c'est qu'ils sont les oreilles, les yeux et la bouche des résidents. C'est-à-dire que si eux ne me rapportent pas, ne font pas la voix des personnes qu'ils accompagnent, moi, je suis perdue. C'est-à-dire que sans interrogatoire, je peux difficilement avancer. Et par contre, bien évidemment, derrière, on va mettre en place un examen clinique qui est souvent compliqué. On va bien évidemment poser des hypothèses diagnostiques. Quelquefois, elles sont évidentes. Quelquefois, il va falloir partir à la quête et poser différentes hypothèses, puis faire un diagnostic éventuellement et prendre en charge thérapeutiquement. Voilà. Pour ça, en fait, je reviens sur le fait que le médecin tout seul, il ne peut rien. D'où la nécessité, bien évidemment, d'avoir un minimum de connaissance de l'histoire médicale de la personne, de pouvoir aussi s'entretenir avec les parents, d'avoir des échanges réguliers, de pouvoir être dans une alliance thérapeutique. Donc, la nécessité aussi, quand une personne arrive sur un établissement, de pouvoir rencontrer sa famille et de pouvoir régulièrement être en lien en fonction des besoins. Et puis, bien évidemment aussi, avoir une traçabilité de l'histoire médicale. L'histoire médicale qui nous est rapportée par les parents, mais qui nous est aussi dans le parcours de soins, c'est-à-dire d'un établissement à un autre. Je vais vous donner un exemple d'une situation que j'ai vécue il y a quelques années avec une personne aussi qui, en fait, manifestait des troubles très sévères du comportement. Tous les week-ends, enfin, avant le week-end, le vendredi en général, le jeudi, ça commençait à se gâter, le vendredi, ça allait plus du tout, et qui restent sur l'établissement ou qui partent, surtout quand ils restaient, en fait, ils lançaient des armoires. Donc, c'était assez violent quand même et assez impressionnant. Et en fait, lors d'une réunion clinique, j'entendais je venais d'arriver, ça faisait pas très longtemps que j'étais là, et j'entends les éducateurs parler de cette question-là en disant que en fait, il était arrivé sur l'établissement comme ça, qu'il l'avait toujours connu comme ça et que ça faisait partie de lui. Voilà. Or, en fait, je m'aperçois qu'il était traité pour une épilepsie avec un médicament qui est susceptible de donner des troubles du comportement. Et après, je demande depuis quand il était sous ce traitement. Bon, il était arrivé avec ce traitement, donc on ne savait pas depuis quand. Et j'ai la chance de trouver dans son dossier les transmissions des éducateurs de l'établissement précédent, plus la traçabilité des consultations faites par le médecin. Et je tombe 8 ans avant sur la correspondance entre la transmission faite par les professionnels sur le début d'apparition des troubles du comportement, qui était corrélée 3 semaines à 3 semaines de décalage avec la mise en place du traitement antiépileptique. Donc, en fait, ça datait de 8 ans, mais 8 ans avant, 3 semaines après la mise en place du traitement antiépileptique, il avait démarré ses troubles du comportement à type de lancer d'armoire, ce qui était quand même pas rien. Et on l'a envoyé chez le neurologue qui a changé le traitement et maintenant il ne lance plus d'armoire. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, mais ça n'est plus du tout la même personne. Vous voyez, enfin, ça c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est-à-dire qu'en fait, nous, si on n'a que des petits bouts de choses, ça va aussi nous invalider beaucoup et quelquefois on va patauger. D'où la nécessité d'essayer d'avoir vraiment un suivi dans la durée s'il y a des changements d'institution pour pouvoir faire le lien et remettre en question parfois des prescriptions ou en tout cas des comportements qui sont anciens, auxquels tout le monde s'habitue, entre guillemets, parce qu'on est confronté tous les jours ou régulièrement et qu'on considère comme quelque chose de normal, entre guillemets. Voilà. Alors, une chose absolument essentielle, c'est aussi que devant un changement de comportement, donc plutôt une modification du comportement, comme je vous l'ai expliqué, soit une majoration, soit une minoration d'un comportement déjà existant, plus rarement un comportement nouveau, il faut et on doit se poser la question de la douleur. À l'heure actuelle, on ne peut pas ne pas se poser cette question-là. La douleur,
est-ce qu'il y aurait une douleur? On va voir les différents types de douleurs. On ne peut pas passer, j'allais dire, à pieds joints sur cette question-là, même si bien sûr cette douleur, enfin, cette problématique n'explique pas forcément le comportement, mais en tout cas on doit se poser la question. Je passe sur, voilà, ça c'est pas très, je peux pas m'entendre, c'est pas très intéressant. Juste pour dire que c'est très important de recueillir les informations, on vient de le dire, le questionnement des professionnels, qu'il faut se poser la question systématique de la douleur, qu'on va parler des différentes pistes diagnostiques, on en a un peu parlé, des différentes pistes diagnostiques, on va parler de la grille JEDI sur laquelle on s'appuie pour partir sur ces traces de la douleur. Voilà, je voulais... alors, une autre question mais qui vous concerne vous, mais beaucoup les équipes, c'est le fait d'être factuel. Les équipes, elles ont beaucoup l'habitude d'interpréter les comportements. Ça fait partie de leur formation. Nous, dans notre métier, dans nos métiers médicaux, on est plutôt sur de l'observationnel, c'est-à-dire on nous demande d'être factuel. Qu'est-ce que j'observe et non pas qu'est-ce que je pense qu'est-ce que je pense à propos de ce que j'observe. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et c'est quelque chose sur lequel il faut être assez vigilant. Alors, je voulais passer déjà maintenant sur les différents types de douleurs. On a plusieurs types de douleurs que vont investiguer la grille JEDI. La JEDI, ça veut dire grille d'évaluation de la douleur chez les déficients intellectuels. En fait, cette grille, elle ne va pas faire un diagnostic. Cette grille, elle va nous permettre de dire est-ce qu'on peut évoquer la présence d'une douleur ou pas. C'est-à-dire que c'est comme une prise de température. Quand vous prenez la température à votre enfant, il a de la température ou il n'a pas de température. S'il a de la température, vous ne savez pas pourquoi il a de la température, mais vous savez qu'il se passe quelque chose. Pour la grille JEDI, c'est pareil. Vous faites une grille JEDI, elle est anormale, vous allez pouvoir dire qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une douleur. Vous ne savez pas de quelle origine elle est, vous ne savez pas, voilà. Donc, il va falloir partir sur les traces de la douleur, mais au moins, c'est un signal d'alarme, c'est un outil supplémentaire qui va nous aiguiller. On a 3 types de douleurs. Des douleurs par hypernociception, c'est ce qu'on appelle, c'est les douleurs mécaniques, inflammatoires ou infectieuses. Je me fais tomber un pavé sur le pied, aïe, j'ai mal. Ça, c'est une douleur mécanique, ça va rougir, ça va gonfler et ça va être chaud. Ça, c'est une douleur inflammatoire. Et puis, il y a des douleurs aussi par hypernociception, c'est les douleurs d'origine infectieuse. J'ai une angine, j'ai une otite, j'ai une bronchite, j'ai une infection urinaire, j'ai mal et c'est lié à un virus ou à une bactérie. On rentre en ligne de compte là aussi dans ce qui est infection, les infections mycosiques aussi, des infections dont on a aussi un petit peu parlé tout à l'heure. Premier type de douleur, les douleurs par hypernociception. Ça sont des douleurs qui sont accessibles aux antalgiques classiques, c'est-à-dire ce que vous connaissez le plus fréquemment, le paracétamol, les anti-inflammatoires, s'il y a une infection, les antibiotiques ou les antimycosiques ou les antiviraux. Voilà. Et puis, il peut y avoir des antidouleurs de grade 2, de niveau 2 ou de niveau 3. Voilà, ça, ce sont des douleurs qui sont sensibles aux antalgiques classiques. On a un autre type de douleurs qui sont les douleurs neuropathiques. Ce sont des douleurs liées à l'atteinte d'un nerf, soit par compression, soit par lésion. La chose que vous connaissez la plus courante, c'est la sciatique, par exemple. Vous avez une hernie discale qui appuie sur votre nerf, vous allez avoir une douleur neuropathique. Vous pouvez avoir une atteinte du nerf. Et là, un antalgique classique ne va pas être forcément efficace. Et puis, les douleurs, par exemple, qui sont liées à l'atteinte, par exemple, dans le diabète, vous avez des douleurs liées à des atteintes neuropathiques périphériques, c'est-à-dire des petites fibres nerveuses, des jambes en particulier, voilà, qui ne vont pas répondre du tout aux mêmes médicaments que les douleurs dont on a parlé précédemment. Ces douleurs neuropathiques, elles sont très particulières, elles donnent souvent des impressions
brûlure, des impressions de fourmillement, des impressions d'écrasement quand elles sont très importantes. Elles ne sont pas évidentes à identifier. Et c'est pareil, il faut pouvoir les rechercher. Et c'est des douleurs, je vous le signale, je ne peux pas aussi aller plus loin, mais les douleurs chez les personnes qui ont des profils sensoriels particuliers, vous savez, avec une hyper ou une hyposensorialité, eh bien, on peut, quelquefois, on parle aussi de surcharge sensorielle, quelqu'un qui est, par exemple, hyposensoriel, qui va chercher à se stimuler, par exemple, il peut, du fait de sa stimulation excessive, se provoquer certains types de douleurs, une forme de douleur qui est ce qu'on appelle une douleur d'origine sensorielle. Et cette douleur de surcharge sensorielle, elle équivaut à une douleur neuropathique et elle se traite comme une douleur neuropathique. Ça, ce n'est pas très connu encore. Moi, je l'ai appris au contact du docteur Sourti, aussi en travaillant dans le champ de l'autisme. Et c'est vrai que c'est une prise en charge très particulière. Et puis, en dernier lieu, il y a un troisième type de douleurs qui ne sont apparues dans la description des douleurs que également en 2017, donc il n'y a pas très longtemps, qui sont les douleurs nociplastiques. Alors, c'est un bien grand mot pour dire que ce sont les douleurs d'origine psychique. C'est-à-dire qu'en fait, la douleur psychique est une vraie douleur. C'est-à-dire que quand vous avez une angoisse, une anxiété, une dépression, eh bien, vous avez une douleur. Et ces douleurs-là, elles peuvent être extrêmement importantes et elles sont bien évidemment à prendre en compte. Donc, en fait, lorsque l'on va partir à la recherche de la douleur, on va partir bien sûr à la recherche d'une problématique somatique, physique du corps, mais on va aussi partir à la recherche d'une douleur potentiellement d'origine psychique, qui peut avoir des manifestations somatiques ou pas, mais en tout cas, on va aussi partir à la recherche de ces douleurs-là. Donc, il va falloir être assez systématique dans la façon dont on va procéder pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Voilà. Et bien évidemment, on va mettre en place des traitements qui vont être complètement différents en fonction du type de douleur. Par exemple, pour la douleur inflammatoire, on va mettre en place des anti-inflammatoires, comme je vous disais, des antalgiques de palier 1 à 3. Mais par contre, pour des douleurs neuropathiques, on va plutôt mettre en place des traitements. Alors, par exemple, certains traitements anti-épileptiques, on me dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a un traitement anti-épileptique? Il n'est pas épileptique. Ben oui, mais parce que là, on l'a donné dans le cadre d'une douleur d'origine neuropathique. Pareil pour certains dépresseurs. Certains antidépresseurs sont donnés parce qu'ils ont une action sur la douleur. Voilà, des traitements comme par exemple la duloxétine, le Cymbalta, sont donnés très classiquement dans le cadre des douleurs neuropathiques du diabétique. Le Laroxyl, c'est aussi un médicament, c'est un vieux médicament antidépresseur à forte dose qu'on donne à petite dose pour des douleurs d'origine neuropathique. Voilà. Et puis, bien sûr, les douleurs nociplastiques, elles sont… Alors, là, je vous parle des traitements médicamenteux, mais il y a aussi tous les traitements non médicamenteux. Et en particulier, dans les douleurs nociplastiques, il y a bien sûr les médicaments, mais il y a aussi toute la prise en charge non médicamenteuse qui a toute sa place et qui, même pour les autres douleurs, peut avoir sa place aussi, bien sûr, mais elle l'a d'autant plus dans les douleurs nociplastiques. Voilà, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait en sorte que la personne ne soit pas stressée. Souvent aussi, moi, dans les institutions, quand je vais former, je leur dis, mais en fait, les personnes qu'on accueille, elles ont, en fait, dites-vous bien que du fait de leurs problématiques et de leur dyscommunication, elles sont stressées. Et donc, on sait que le stress baisse aussi le seuil de la douleur. C'est-à-dire, vous, si vous avez passé une mauvaise nuit, vous allez moins supporter, je ne sais pas, des enfants qui font du bruit dans la cour à côté que si vous avez passé une bonne nuit. Eh bien, une personne handicapée, si vous voulez, quand elle est dans un milieu dans lequel elle vit des agressions sans pouvoir exprimer, sans pouvoir se retirer, sans pouvoir, eh bien, ça va occasionner chez elle un stress. Et ce stress va la rendre encore plus sensible à la douleur. C'est-à-dire, voilà, plus vous avez
plus vous avez du stress, plus vous avez un ressenti douloureux qui peut être rapide. Voilà. Je passe. Alors, je vous demande juste 2 petites secondes. Je vais boire un coup. Parce que... Voilà, excusez-moi. Je voudrais m'attarder un petit peu plus sur les particularités d'expression. Pardon, excusez-moi. Les particularités de l'expression de la douleur chez les personnes autistes et dyscommunicantes, autistes ou dyscommunicantes, autistes dyscommunicantes et autres handicaps avec dyscommunication. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, il y a les effets trompeurs du langage. Donc, attention chez les verbaux par rapport aux non-verbaux, ce n'est pas forcément plus fiable. Exemple, l'écholalie. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on peut avoir une aggravation, une diminution d'un comportement déjà présent, restreint, stéréotypé, et en général, on va plus facilement être alerté par une aggravation d'un comportement qu'une diminution d'un comportement. Je vous parlais tout à l'heure de ce monsieur qui est arrivé avec une colite néphrétique, un énorme calcul dans le bassinet. Il n'avait comme seule manifestation que la régression de ses acquisitions. Et en fait, les parents ont mis 4 mois à l'amener aux urgences du Vinatier parce que voilà, ils n'ont pas réagi tout de suite et que ce n'était pas du tout, je dirais, évocateur d'une problématique somatique, en tout cas de ce niveau-là. Voilà. Et puis, il arrive aussi qu'une personne qui, d'habitude, a beaucoup de troubles du comportement, qui fait du bruit, qui se manifeste en permanente, quand c'est un peu plus calme, on va se dire, ouf, on peut souffler, c'est plus calme, mais attention, quelqu'un qui n'exprime pas alors que d'habitude, il exprime plus, c'est aussi inquiétant que quelqu'un qui va manifester bruyamment. Il faut savoir aussi que, en fait, plus il y a de la déficience et plus le comportement, enfin, plus il peut y avoir des troubles du comportement, moins il y aura de communication efficiente, bien évidemment. Et du coup, plus aussi la communication, plus la manifestation douloureuse va se faire de façon inadéquate. Je vous parlais tout à l'heure de la crevasse sous le pied chez le jeune qui déambulait alors qu'avec une problématique comme ça, vous seriez assis et vous ne bougeriez pas. Eh bien, c'est exactement, en fait, c'est un défaut de schéma corporel, c'est-à-dire que la personne, elle n'est pas bien, elle sait qu'il y a un truc qui ne va pas, mais elle ne sait pas qu'elle a mal sous le pied. Je n'ai pas le temps de vous parler des neurones miroirs, mais en fait, c'est parce que chez cette personne-là, du fait de sa déficience, du fait de son handicap, il n'y a pas de fonctionnement adéquat des neurones miroirs. Et donc, il n'y a pas de… En fait, la personne n'est pas en capacité de décoder moi j'appelle ça sa météo intérieure, comme elle n'est pas forcément en capacité aussi de décoder la météo extérieure, c'est-à-dire les personnes qui l'entourent et d'avoir les codes sociaux. Donc, en fait, plus il y a de la déficience et plus il va y avoir une discordance entre la problématique douloureuse et sa manifestation. On a parlé de l'exacerbation des troubles du comportement, je n'y reviendrai pas. La régression des acquisitions, on en a parlé aussi. Alors, bien sûr, l'absence de protection de la zone concernée. Ça, c'est souvent extrêmement perturbant pour les professionnels et même pour nous, médecins. On se dit que, par exemple, souvent, moi, je prends l'exemple de la personne qui met sa main sur une plaque chauffante. Eh bien, elle va mettre sa main sur une plaque chauffante et puis elle va se brûler. Elle ne va pas retirer sa main. Et on me dit, bah oui, mais c'est pas normal, elle devrait avoir le réflexe. Mais non, c'est pas un réflexe. Vous l'avez acquis, que c'est chaud, donc j'enlève ma main. La personne qui n'a pas, qui a une déficience, eh bien, elle va pas forcément enlever sa main parce qu'elle sait pas forcément que c'est sa main qui est en train de se brûler. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que chez les personnes avec autisme, le rituel va primer. Mais pas seulement chez les personnes autistes, parce que je l'ai rencontré chez des personnes non autistes, mais avec une forte déficience, c'est-à-dire que le rituel va primer sur la manifestation douloureuse. Je vous donne un exemple. Une personne
C'est des choses qui ont du vécu, hein, ce dont je vous parle. Une personne, il y a un changement pour des questions de travaux dans l'institution où je travaille. Les personnes, une unité est déplacée dans un autre établissement. Dans cet établissement, les normes ne sont pas les mêmes, enfin, l'architecture n'est pas la même. Je vois une jeune femme avec des brûlures des mains, des doigts. Et on se demande comment elle s'est brûlée, on ne comprend pas. Pour le coup, ce n'était pas une question de plaque, personne ne comprend. Jusqu'à ce qu'un éducateur me dise, mais en fait, je crois que j'ai compris, elle se tient à la barre de douche et la barre de douche dans cet établissement où elle a été déplacée est brûlante. Et elle n'enlève pas. Et or, cette personne fortement déficiente n'enlève pas la main parce que dans son rituel, elle se tient à sa barre de douche à chaque fois qu'elle prend sa douche. C'est arrivé malheureusement 2 fois avant que vraiment on prenne conscience que c'était lié à ça, qu'on identifie le problème et que surtout, on fasse protéger les barres de douche jusqu'à ce qu'elle puisse réintégrer son établissement. Et voilà, ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer. Et nous, si on projette en fonction de nos références à nous, eh bien, on se fait piéger. Hein. Une personne qui va marcher, et c'est arrivé aussi sur un sol brûlant, et elle continue à marcher, en fait, eh bien, on se dit, si elle se brûle, elle devrait aller ailleurs. Eh bien non, elle va continuer à marcher tout simplement parce qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de se brûler, parce qu'elle n'identifie pas qu'elle est en train, ce sont ses pieds qui sont en train de lui faire mal. Ça ne veut pas dire qu'elle a pas mal. Voilà. Je vous ai parlé aussi du décalage possible entre la douleur et les troubles du comportement. C'est-à-dire qu'il y a le ressenti de douleur, et c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la latence, c'est-à-dire qu'il y a un temps de latence entre le ressenti de la douleur et la manifestation en lien avec cette douleur. Ça, c'est très, très fréquent. Voilà. Alors, ce qui signe très souvent qu'il y a une douleur, une douleur quelle qu'elle soit, c'est le fait qu'il y ait des réponses neurovégétatives anormalement élevées. Je regarde l'heure et je vois que je suis déjà en retard. Je suis désolée, je vais essayer d'accélérer, mais je pense que c'est des choses importantes. Donc, tant pis, je serai en retard. J'assume. Donc, les réponses neurovégétatives anormalement élevées, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Les réponses neurovégétatives, les manifestations neurovégétatives, ce sont les fonctions de notre corps qui se passent sans que nous ayons besoin d'y porter notre volonté. Par exemple, le fait d'avoir le cœur qui bat, eh bien, heureusement qu'on n'a pas besoin d'y penser, il bat tout seul. C'est une commande végétative. Notre respiration, c'est une commande neurovégétative. Notre digestion, pareil. Donc, toutes les grandes fonctions de l'organisme se font par une commande neurovégétative où il n'y a pas besoin d'y avoir l'incidence de la volonté. Et en fait, chez les personnes handicapées, malgré parfois des manifestations douloureuses absentes ou enfin pas comme chez vous ou moi, eh bien, il peut y avoir, ce n'est pas tout le temps le cas, mais il y a souvent des réponses neurovégétatives anormales, c'est-à-dire le cœur qui tape très fort. Alors que la personne, moi ça m'arrive de temps en temps, j'examine quelqu'un, on me dit oh là là, il est hyper calme, on n'aurait pas pensé que ça se passerait si bien, et puis moi je prends le pouls, il bat à 140. Et bien, ça veut dire qu'en fait la personne, elle ne manifeste rien, mais elle est morte de trouille, parce que c'est la première fois qu'elle me voit. Une hypersudation, le fait de transpirer beaucoup. Les larmes, quelqu'un qui pleure avec des larmes, c'est un signe neurovégétatif. Et c'est beaucoup plus significatif d'une douleur que quelqu'un qui pleure sans larmes. Ça ne veut pas dire que s'il pleure sans larmes, il n'y a pas de douleur, mais quand il y a des larmes, c'est un signe neurovégétatif beaucoup plus fiable. La couleur de la peau, voilà. Quand il y a des signes neurovégétatifs anormalement élevés, ça veut dire en général qu'il y a une douleur. Mais l'absence de signes neurovégétatifs ne signe pas forcément l'absence de douleur. J'espère que vous me suivez. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a que des troubles du comportement et pas de signes neurovégétatifs anormalement élevés qu'il n'y a pas de douleur. Mais s'il y a des signes neurovégétatifs anormalement élevés, on peut vraiment se dire qu'il y a une douleur. Il faut la rechercher, voilà, bien sûr. Le rétablissement plus long chez une personne, chez la personne handicapée par rapport à une personne lambda, alors ça c'est très fréquent et ça on le voit aussi dans la mise en place des traitements, c'est-à-dire qu'on donne un traitement, on donne 1 jour, 2 jours, 3 jours de paracétamol en se disant
Au bout de 3 jours, ça n'a rien fait, donc c'est que ça ne sert à rien, c'est que ce n'est pas une douleur d'origine inflammatoire. Eh bien, c'est trop court. Alors, ça dépend de la pathologie, ça dépend de la personne, ça dépend du handicap et de la déficience. Mais attention, et en particulier chez les personnes autistes, il faut des tests thérapeutiques suffisamment longs, on dit en général une dizaine de jours, avant de pouvoir conclure qu'un traitement antalgique classique n'est pas efficace. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est des choses très importantes. Et de la même façon, les manifestations comportementales qui ont été provoquées par l'apparition d'une douleur vont disparaître plus lentement. Ça ne veut pas dire que la douleur est encore là, ça veut dire simplement que c'est le temps de résorption des manifestations comportementales est plus long que chez vous, que chez moi. Ça s'explique aussi parce que, en fait, très souvent, il y a de la douleur chronique. Comme on n'a pas identifié, comme la douleur est difficile à identifier, eh bien, en fait, il y a souvent, on a plus affaire à des douleurs chroniques qu'à des douleurs aiguës. La douleur aiguë, quand on l'identifie, on la traite rapidement, elle n'a pas le temps de s'installer et c'est relativement simple. Mais quand c'est une douleur qui est difficile à évaluer, difficile à investiguer, on va souvent tourner autour du pot, essayer de ne pas comprendre, essayer de trouver avant de vraiment résoudre le problème. Et ça pose vraiment une grosse difficulté parce que la prise en charge d'une douleur chronique, ça veut dire une douleur qui dure depuis plus de 3 mois, mais elle est beaucoup plus compliquée à prendre en charge qu'une douleur aiguë. Voilà, la nécessité de tests thérapeutiques suffisamment longs, on en a parlé. Voilà, je suis obligée d'être un petit peu bref par rapport à ça, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on parle de la grille. Donc, je vais vous parler rapidement de la grille que nous utilisons, qui s'appelle, donc à l'ADAPI, qui s'appelle la grille JEDI. Alors, il faut savoir que toutes les grilles de la douleur, elles sont basées, comme chez l'enfant, comme chez le bébé, sur l'observation des troubles du comportement et aussi sur l'observation des troubles neurosensoriels. Il n'y a pas de grille meilleure qu'une autre. Elles ont toutes des particularités qui font qu'elles ont des cibles particulières. Celle-ci, elle existait déjà. Elle a été utilisée pour des enfants au début en déficient intellectuel en post-opératoire, après des interventions chirurgicales. Elle a été retravaillée par le collectif Douleur qui a été mis en place il y a 10 ans, par le docteur Sourti et par toute l'équipe avec lui. Et elle est en cours de validation. Vous savez que pour que quelque chose soit validé, il faut qu'il y ait des recherches et qu'il y ait des études plus exactement, et que l'étude puisse confirmer contre placebo, puisse confirmer que effectivement, on peut corréler, là dans ce cas, le trouble du comportement avec l'évaluation de la grille JEDI. Cette recherche est en préparation, ça a été très retardé par le Covid et elle devrait voir le jour dans les mois qui viennent. Il n'empêche que cette grille, je dirais, a déjà le mérite d'avoir été beaucoup travaillée et d'être beaucoup utilisée et d'avoir d'aider vraiment considérablement à l'accompagnement des personnes. Donc, en fait, ces grilles, donc vous avez tout un tas d'items comportementaux et vous avez les items neurovégétatifs. Lorsque une personne arrive dans un établissement, on attend qu'elle soit là depuis environ 3 à 6 mois pour pouvoir établir ce qu'on appelle un état de base. On va passer sur le guide d'utilisation, c'est-à-dire que pour utiliser cette grille, déjà, il faut avoir un état de base. L'état de base, c'est finalement une description de la personne au travers de la réponse qu'on va faire sur les différents items en situation habituelle. Alors, pas en situation normale, on dit en situation habituelle. Et un état de base normal, si je puis dire, c'est un état de base qu'on va considérer comme un faible risque douloureux. C'est un état de base qui va être situé entre 6 et 16 en moyenne. Si on a un état de base plus haut que 16, ça veut dire que c'est un état de base douloureux. Donc, on va rechercher la problématique. Et puis, le jour où on a un trouble du comportement,
on va demander, moi je vais demander une grille Jedi qui va sur une durée soit d'une journée, 2-3 jours, une semaine, qui va permettre d'établir un score, de donner un score. Et pour que ce score soit significatif, il faut que ce score soit d'au moins 6 points supérieur à celui de l'état de base. Par exemple, vous avez un état de base d'une personne qui est à 10. On me dit, oh, il y a un truc qui ne va pas, ça fait, je sais pas, on a l'impression que ça ne va pas. Faites-moi une grille Jedi sur la semaine dernière. Si la grille Jedi est à 14, c'est non significatif. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire, mais je vais dire peut-être qu'on va réévaluer, on va refaire une grille, on va se donner un petit peu plus de temps. On reste dans un faible risque douloureux. Si elle passe de 10 à 25, là, il y a un problème. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a 15 points d'écart. Il y a une douleur patente. On va partir à la recherche de la douleur. Voilà. Les grilles sont établies par les professionnels au contact avec les résidents. C'est-à-dire que c'est jamais les infirmières, le médecin, le cadre qui fait la grille. Ce sont les éducateurs, les moniteurs éducateurs, même la maîtresse de maison, vraiment les personnes qui connaissent le mieux le résident qui vont établir cette grille. Ça peut être supervisé, surtout quand les équipes ne sont encore pas suffisamment formées, ça peut être supervisé par une infirmière ou par un cadre ou par une autre personne transversale, mais ce ne sont pas eux qui vont faire les grilles. Ça se remplit en binôme. Il faut que la grille soit remplie rapidement parce que pour éviter l'interprétation, en fait, lorsqu'on remplit la grille, on vient noter l'absence ou la présence du signe. On vient coter non pas l'intensité du trouble, on vient coter sa fréquence. Ça, c'est tout un apprentissage pour les équipes pour aussi se détacher de leur tendance à l'interprétation. Très souvent, au début, c'est compliqué. Ils ont tendance à surévaluer, à avoir des difficultés de cotation parce qu'ils surcotent. C'est beaucoup plus rare qu'ils sous-cotent, mais ils surcotent. Donc ça, c'est une question d'apprentissage et ça permet de suivre, on fait une grille Jedi, elle est élevée. Si le diagnostic est évident, on va mettre le traitement adéquat et il y aura pas tout va rentrer dans l'ordre. Mais si on n'est pas absolument certain du diagnostic, en fait, souvent on procède plutôt par hypothèse diagnostique, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'évident à l'examen et on va vraiment procéder par justement, on va revenir à notre fameuse grille qu'on a vue en début d'intervention sur les différentes causes douloureuses les plus fréquentes et on va procéder par élimination, c'est-à-dire qu'on va vérifier le transit. OK, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a rien au niveau du transit? OK, si on est sûr, on passe à la deuxième cause, les problèmes dentaires. On va prendre un rendez-vous avec le dentiste. Voilà, et on va procéder, est-ce qu'il y a un reflux gastro-œsophagien? Et en fonction, je dirais, de nos hypothèses diagnostiques, on va poser un traitement et en fonction du traitement qu'on a posé, moi je demande 15 jours, 3 semaines, un mois après qu'on refasse une grille pour évaluer l'efficacité du traitement. Une grille qui n'est pas réévaluée, c'est une grille qui ne sert à rien. Voilà, donc c'est un outil en fait qui est très intéressant et très important pour nous donner une évaluation la plus objective possible de ce qui se passe pour la personne et qui va nous aider aussi dans le suivi. Ça n'est pas quelque chose qui va résoudre tous les problèmes, mais c'est un élément parmi d'autres. Il n'y a pas de baguette magique, mais c'est un élément parmi d'autres qui va nous permettre de partir sur la trace de la douleur et essayer d'accompagner au mieux les personnes qui ont mal à charge. C'est une grille aussi qui peut être utilisée par les parents, bien sûr. Et en fait, quand les parents ont leur jeune à la maison, par exemple, le week-end, ils peuvent en faire une, en sachant qu'on ne va pas forcément la comparer avec celle qui a été faite sur l'unité, parce que une personne peut être différente sur l'unité que chez ses parents, mais en tout cas, et puis c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup chez les enfants quand les enfants sont externes. Donc là, il faut qu'il y ait une alliance avec la famille.
ça nécessite la formation des familles. C'est aussi pour ça que je suis avec vous ce soir. Voilà, je crois qu'il faut que je m'arrête parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, juste pour finir, donc en fait, la grille Jedi est un élément d'objectivation, est un signal qui nous met sur la voie de la douleur. Voilà, ça nous donne un fort risque douloureux, ou bien un faible risque douloureux. Ça nous permet, en fait, c'est un outil pour interpeller évidemment le corps médical avec un outil plus fiable qu'une simple impression. Un médecin, si vous lui dites que vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose, ça ne va pas lui plaire. Déjà, ça va le mettre de mauvaise humeur. Et il faut faire attention à son ego. Donc voilà. Donc en fait, la grille, elle est là vraiment comme signal d'alarme. Elle est là bien évidemment pour qu'on puisse, je dirais, s'occuper de la personne avec le moins de délai possible. Et pour justement réduire les délais de prise en charge et de diagnostic. Et bien sûr, il faut suivre l'évolution de votre trouble anormal. C'est important que tous les professionnels soient impliqués. Hein. Ce n'est pas une question simplement médicale, la grille Jedi, c'est une question, la question de la douleur, c'est une question qui implique tout le monde autour de la personne. Voilà, je passe là-dessus. Donc, en fait, on est tous des Sherlock Holmes, quel que soit de là où on se place. C'est loin d'être évident, mais ensemble, eh bien, on peut avancer beaucoup plus sûrement avec patience, persévérance, ténacité, stratégie des petits pas. Et souvent, je dis, si on n'a pas ces qualités, eh bien, il vaut mieux changer de métier. Sinon, c'est mal parti. Et puis, en fait, surtout, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que plus on va accompagner les personnes dans la prise en charge, dans le soulagement, je dirais, de leurs symptômes douloureux, plus on va les libérer, bien évidemment, d'expériences sensorielles nocives en les débarrassant de ces expériences sensorielles nocives, on va les rendre à nouveau accessibles et disponibles aux accompagnements éducatifs et tout simplement au fait de vivre le mieux possible. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre patience et je ne sais pas si vous aurez encore le courage pour quelques questions. Voilà, en tout cas, je suis à votre disposition si vous le souhaitez. Vous en avez déjà 3 à l'écrit. J'en ai déjà 3 à l'écrit. Alors, oui, nécessité d'habituation à l'examen clinique pour qui, patient ou entourage? Alors, bien sûr, nécessité d'habituation à l'examen clinique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de quelqu'un qui ne se laisse pas examiner qu'il est inexaminable. Donc oui, bien sûr, c'est autant nécessaire pour le patient et parfois que pour l'entourage, c'est-à-dire pour le médecin lui-même. Le médecin alors, dans les institutions, il y a... Alors, ça dépend, hein, mais on ne devrait pas dire qu'un patient est inexaminable tant qu'on n'a pas fait une habituation, que ce soit pour le patient ou pour celui qui l'examine. Mais ça, c'est des choses que moi, je travaille dans 2 établissements qu'on fait faire de manière très courante. Ça ne veut pas dire que ça résout tous les problèmes, hein, mais en tout cas, il y a des personnes, par exemple, après le Covid, il y a eu certaines habituations qu'on a repris et on a remis 6 mois à refaire une habituation pour un examen clinique qui semblait acquis. En fait, avec 1 an de Covid, et donc, eh bien, il a fallu tout reprendre. Hein. Mais ce n'est pas 2 fois, 3 fois, c'est toutes les semaines pendant 6 mois. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, si on n'est pas patient, on change de métier. Voilà. Après, soins dentaires. Comment faire quand même avec le méopa, les soins sont en échec? Eh bien, il faut envisager des traitements sous anesthésie générale. Il n'y a pas d'autre choix en général. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire, et là, il faut pouvoir faire une anesthésie générale. Et c'est très fréquent qu'on le fasse, en tout cas dans les établissements où je travaille, ça arrive assez régulièrement qu'on envisage ces choses-là, hein, parce qu'il y a des patients qui sont inaccessibles au niveau comportemental, même avec le méopa.
Ok, oui, je voulais simplement vous interroger pour savoir, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Oui, voilà, je suis la maman de Stéphane, là, donc Ah oui, on a oui, été là. le montrer donc, à l'hôpital gériatrique de Neuville et Oui, donc on sait qu'il a une carie à soigner. Alors bon, bah, c'est une question par rapport à Stéphane et qui doit intéresser les autres familles aussi, hein. Et donc bon, pour l'instant la carie n'est pas avancée, on n'arrive pas à faire le soin parce que bah il gigote, même avec le ouais. méopa, ça le fait pas quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décourageant. Et on se dit, si jamais ça s'aggrave, Eh où bien, est-ce qu'on va pouvoir le montrer? Qu'est-ce qu'on va faire, mais quoi? vous en avez fait part parce que il faut nous le signaler et nous, on va se mettre en rapport avec le réseau bucco-dentaire et puis on va envisager une anesthésie, enfin, ou alors avec le docteur Farge à l'hôpital de Tara, tant qu'il est encore là, hein. C'est un chirurgien dentiste qui s'occupe très régulièrement des résidents des établissements du secteur, là, hein, sur l'ouest lyonnais, mais voilà, et qui les prend en charge en anesthésie générale. D'accord, donc là, ce sera alors, bon, c'est vrai que la carie n'est pas très avancée, donc ça paraît démesuré par rapport Ouais, à ben, démesuré, mais on est un peu hésitant, quoi, vous voyez, ouais. eh ben Est-ce oui, que je comprends bien. c'est ça? Donc, est-ce qu'on attend encore un petit peu? Est-ce que ça va être trop tard d'attendre? Enfin, voilà, on est partagé. Et comment Là, on va c'est procéder, difficile quoi? de vous répondre parce qu'on est sur Oui, une situation concrète, ouais, concrète évidemment, mais particulière. Ça m'ennuie un mmh. petit peu de traiter ça Bien sûr, oui, là. oui, Je je pense qu'à ce comprends. moment-là, il faut qu'on se remette en rapport ensemble sur la rose. D'accord, ok. Hein, Mmh. mais n'hésitez pas à m'appeler un jour où je suis là ou à me faire un mail pour qu'on puisse en échanger, Oui, hein. oui, oui, oui. Je Voilà, pense qu'on va faire plutôt sous cette forme parce que c'est vrai que c'est une voilà. question, on se questionnait, on s'inquiétait Eh comment ben, faire par la suite, quoi. bien OK. sûr, bien Mmh. sûr. Mmh. Alors après, voilà, on va discuter entre nous les bénéfices-risques, effectivement, de quand est-ce que c'est nécessaire d'y aller ou pas. Et Mmh. ça va être aussi en fonction des troubles du comportement, en fait, hein. Bien sûr. On a l'impression que, voilà. Mais je ne D'accord. voudrais pas traiter d'une affaire. Tout à Euh, fait, tout à fait. Non, c'était simplement savoir un petit peu comment on fait. Est-ce qu'on y arrive, quoi? Parce que des fois, nous, on est un peu, des fois, découragés, un peu désespérés. On se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour lui, quoi? Voilà. Oui, bah, Mmh. bien sûr, mais non, mais il faut On va on se trouver des mette en lien solutions. pour trouver des solutions, bien OK. sûr, bien sûr. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Je vois qu'il y a une autre question aussi. On donne souvent les antidépresseurs comme antidouleurs à petite dose. Oui, effectivement, mais tout dépend de la douleur et tout dépend. Oui, oui, bien sûr. Il peut arriver qu'on donne des antidépresseurs à visée antalgique, mais comme je vous disais, c'est dans certains types de douleurs. Et ce sont plutôt des douleurs d'origine neuropathique, donc d'origine nerveuse en fait, hein. On ne va pas traiter une entorse de cheville avec un antidépresseur. Voilà. Et parfois, ce n'est pas très bien compris par les éducateurs ou même parfois par les parents. Enfin, là, on explique les choses normalement. C'est-à-dire qu'on voit des antidépresseurs qui sont prescrits et on nous demande, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il est sous antidépresseur? Il n'est pas antidépressif. Mais oui, mais parce qu'on l'a donné à visée antalgique, en fait, à visée antidouleur, effectivement. Voilà. Il y avait une question, peut-on enregistrer? Alors, de toute façon, l'intervention, elle est enregistrée. Elle est enregistrée et elle pourra être vue en replay pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Et vous avez une nouvelle question tout Et en j'ai une bas. nouvelle question. Pourquoi ne pas donner un antidouleur systématique après vaccination? Très fréquent cette période. Risque. On peut donner un antidouleur systématique, oui, oui. Alors, par exemple, la vaccination anti-Covid, dont on a eu je dirais des vagues. On a fait des campagnes de vaccination sur les établissements, sur un des établissements où je travaille. On les a mis systématiquement sous Doliprane pendant 3 jours après, bien sûr. Après, tout dépend du vaccin et tout dépend du médecin. C'est pas, voilà. Après, il faut vous mettre en lien avec le médecin qui vaccine. Mais oui, oui, bien sûr. Le risque, il est très mesuré. Il n'y a pas beaucoup de risque à donner un Doliprane quelques Doliprane pendant quelques jours. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend de la personne, ça dépend de son âge, ça dépend. Ça va pas être la même chose si c'est un jeune ou si c'est une personne âgée avec une insuffisance rénale, évidemment. Donc là, c'est à discuter, bien sûr, avec le professionnel de santé.
Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a... Non, pas d'autres questions? C'est vrai que j'ai un peu cavalé, hein, vous m'en excuserez. C'est compliqué d'essayer de tout dire dans un temps restreint. Voilà, c'était une première. Voilà, après, comme je vous le disais, moi, je tourne sur les établissements de l'ADAPI, sur certains établissements pour faire des formations. Je ne suis pas la seule non plus. Le docteur Sourti et le CRA, le Centre Ressources Autisme, fait aussi des formations aux professionnels. Il y a parfois des réunions avec les parents qui sont organisées pour expliciter la particularité de la prise en charge de la douleur chez les personnes handicapées dyscommunicantes. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en lien aussi avec les professionnels de vos établissements. Voilà. Merci. Qui l'ont rendu possible. C'est la suite du message. Ah oui, effectivement. Bon, on a à peu près répondu à tout. Je pense qu'on va pouvoir, on va peut-être pouvoir clôturer, sauf s'il y a des choses. Non, c'est bon? Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre patience également et votre écoute. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.